Bonjour et bienvenue à cette émission sur les saveurs de Portneuf. Aujourd'hui, on vous présente Liliacé et compagnie, une micro-ferme maraîchère qui pratique une agriculture artisanale sur une petite surface. Vous aurez l'occasion de découvrir un légume délicieux, mais peu connu, la fleur d'ail. Bonjour, je m'appelle Sandra Lambert, je suis la propriétaire de la ferme Liliacé et compagnie située à Saint-Uribe dans la MRC de Portneuf. Alors je vous souhaite la bienvenue chez moi dans cette micro-ferme maraîchère. Alors en fait, je disais tout à l'heure que c'est une micro-ferme maraîchère. Qu'est-ce qu'une micro-ferme maraîchère? C'est une ferme de moins d'1 hectare où l'essentiel de la façon de cultiver se fait de façon artisanale. Et ça, c'est un projet que j'ai depuis plus d'une décennie, mais qui a été long à concrétiser parce que pour se lancer en agriculture, il faut avoir les moyens d'acheter une petite terre, ce que, à la fin des années 90, en tant qu'ouvrière agricole, je n'avais pas. Donc, je suis allée étudier dans un tout autre domaine, un domaine littéraire, afin d'un jour être en mesure d'avoir le capital pour démarrer mon petit projet de fermette. Et donc, au terme de près de 10 ans à travailler comme technicienne en documentation, comme responsable de bibliothèque scolaire principalement, j'ai pu acheter en la fin 2011 cette petite propriété ici avec un terrain d'1/4 d'hectare. Mais qui n'était plus cultivé depuis des décennies. Alors, c'est sûr qu'en 4 ans, il y a énormément de travail qui a été fait sur le terrain afin de planter des arbres pour faire un couvert végétal, des brise-vents, remettre le sol en culture, le rendre facilement travaillable et tout ça, parce que, étant donné que c'est une terre argileuse, c'est beaucoup plus difficile à travailler, étant donné que ça se réchauffe plus lentement au printemps, que lorsque c'est très sec, ça fait des croûtes en surface. Alors, il a fallu que je fasse toutes sortes d'apports de matière organique, de compost et d'engrais verts. C'est essentiellement la façon dont je fertilise et j'améliore mon sol. Alors, tout ça, c'est vraiment un travail qu'au terme de 4 ans, je sens que j'ai atteint une qualité de sol. Je le vois par la qualité des cultures que je fais. Mais ça a été une charge de travail incroyable. Surtout que moi, je fais ça parallèlement à un autre travail que je fais à l'année, sauf pendant les 2 mois de l'été. Mais le reste du temps, j'ai un travail à temps plein. Et puis, à l'heure actuelle, c'est essentiel pour moi parce que c'est ma façon de financer mon démarrage d'entreprise. Bien sûr que mon but, c'est de rendre ce projet de micro-ferme viable. Mais lentement, mais sûrement, je sens que c'est quelque chose qui est possible. Mais j'en suis cette année vraiment à une étape un peu de réflexion, à savoir si là, je dois agrandir la surface en production afin de rendre ça viable. Donc, j'en suis là dans ma réflexion cette année et surtout que j'ai des bases de mon marché qui sont solidifiées, c'est-à-dire la mise en marché. Là, j'ai vraiment mes acheteurs et puis maintenant que j'ai mes acheteurs qui sont beaucoup plus fixes et qui connaissent mon produit et qui en veulent, eh bien là, ça me donne peut-être l'opportunité de me dire, OK, là, c'est peut-être le temps d'agrandir. Et là, je vous parle de tout ça depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que je cultive? Alors, en fait, ce que j'ai choisi de cultiver depuis toutes ces années-là, c'est l'ail. Pourquoi l'ail? Quelqu'un me dirait, c'est sûr que ceux qui m'écoutent, qui ne mangent pas d'ail, bien, c'est sûr que vous n'avez peut-être pas d'intérêt. Mais sachez que l'ail produit également une fleur qui goûte bien sûr l'ail, mais qui s'apprête d'une toute autre façon. Alors, j'ai envie de vous présenter, dans le fond, ce que c'est que ces cultures-là que je cultive. Alors, premièrement, l'ail, pourquoi j'ai choisi ça? L'ail, sachez-le, c'est une culture qui pousse extrêmement bien au Québec.
Et donc, moi, je trouve ça dommage de voir que depuis des années, c'est de l'ail de Chine ou d'Espagne qu'on retrouve en épicerie, alors qu'on est capable de produire un ail de qualité et qui n'a absolument rien à voir avec l'ail importé. C'est-à-dire que c'est un ail goûteux, savoureux et qui, en plus, a une durée de conservation exceptionnelle. L'ail, en plus, c'est un aliment qui possède plein de propriétés médicinales. Parce que, sachez-le, l'ail pousse en pleine terre, c'est un bulbe, et le bulbe a la capacité d'être un dépollueur. Alors, pensez que si c'est cultivé dans des terres polluées, contaminées, l'ail absorbe tout ça. Alors, dans le fond, quand on cultive un ail dans un sol sans intrants chimiques, un sol que l'on chérit, dans lequel on ne met aucun produit nocif pour la santé, alors l'ail devient un aliment exceptionnellement santé. Et ce qui est formidable avec l'ail, c'est qu'il produit, à la fin juin, une fleur. Et cette fleur d'ail-là, elle est comestible. C'est vraiment, dans le fond, on dit une fleur, mais c'est une hampe florale que l'on coupe et que l'on peut manger simplement comme petit légume vert d'accompagnement ou que l'on peut transformer soit en pesto, soit de la hacher et de la mettre dans de l'huile d'olive. Et ça, après ça, on peut mélanger ça à des marinades, mettre ça sur des viandes, des poissons, faire cuire ça au four. On peut aussi la mettre sur du pain et ça fait un pain à l'ail formidable. Alors ça, ce seraient toutes des façons que je pourrais vous présenter en personne si l'été prochain, vous venez me rencontrer au marché public de Pont-Rouge. Ça me fera plaisir de vous présenter la fleur d'ail parce que pour l'instant, c'est terminé. La fleur d'ail, c'est un produit de courte saison. On en a seulement de la fin juin vers le début août. Alors, si l'an prochain, je vous ai donné le goût de découvrir ce produit unique-là, venez me voir au marché public de Pont-Rouge. Ça me fera plaisir de vous en faire profiter et de vous permettre de le découvrir. L'ail de conservation, cependant, ça, il y en a jusqu'à épuisement des stocks. Alors, l'ail de conservation, c'est celui que l'on fait sécher après la récolte et que l'on peut garder pendant des mois, c'est-à-dire jusqu'à la récolte de l'année suivante. Alors ça, il y en a tout l'hiver ou bien sûr jusqu'à épuisement des stocks. L'ail, bien sûr, vous pouvez en consommer aussi de l'ail frais à partir de la mi-juillet. C'est disponible, c'est-à-dire qu'on sort le bulbe de terre et on peut le consommer immédiatement. C'est simplement qu'il faudra le consommer dans les semaines qui suivent puisqu'il n'aura pas fait son séchage, fait que ça ne sera pas possible de le conserver pendant tout l'hiver. Donc, des produits de la ferme Liliacée, la compagnie, il y en a donc de la fin juin avec la fleur d'ail et pendant tout l'hiver qui suit, nous avons du délicieux ail. Moi, je cultive la variété Musique. C'est une variété reconnue pour nos hivers rigoureux parce que l'ail doit passer l'hiver dans la terre. Vous savez, l'ail, on plante ça, l'ail d'automne, l'ail à tige rigide, on plante ça en octobre parce que vraiment, l'ail a besoin d'hiverner. Et donc, c'est à l'automne qu'on plante ça pour la récolte l'été qui suit. Et cette récolte-là, elle a été terminée récemment. En ce moment, l'ail est au séchage. Je pourrais aller vous présenter tout à l'heure où est-ce que l'ail sèche. Alors, en fait, au terme de 2 ans d'années de production d'ail, bien sûr, je me suis rendu compte que là, les parcelles qui avaient reçu l'ail, elles étaient en jachère. Dans le fond, parce que moi, j'ai remis ce sol-là en culture, donc je suis vraiment partie de zéro. Et mon terrain, je l'ai subdivisé en 4 parcelles égales. Pourquoi ça? Parce que comme pour la majorité des plantes, on doit respecter des rotations. C'est-à-dire qu'une plante ne peut pas être cultivée pendant des années et des années au même endroit. Ça va faire en sorte qu'à un moment donné, le sol s'appauvrit. Il y a des risques de développer des maladies. Alors, c'est bon de changer d'espace. Alors, c'est ce qu'on appelle les rotations. Donc, ces rotations-là, moi, pour l'ail, j'ai établi ça sur 4 ans.
D'où le fait d'avoir divisé mon terrain en 4 parcelles égales. Donc, la première année, je n'ai préparé qu'une parcelle que j'ai mis en ail. L'année suivante, j'ai dû préparer une deuxième parcelle pour mettre mon ail. Donc, la parcelle de l'année précédente, il n'y avait plus rien. Mais là, à un moment donné, pour éviter que les mauvaises herbes reprennent le dessus dans ces parcelles-là, je mettais des engrais verts. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, bien, peut-être que ce serait intéressant de cultiver autre chose. Alors, j'ai démarré vraiment des cultures variées avec l'idée de faire des paniers de légumes, c'est-à-dire offrir à des personnes de s'abonner à un panier de légumes qu'ils vont recevoir pendant de la fin juin à la fin octobre, un panier garni d'à peu près 35 variétés de légumes qui vont en fonction des saisons. Bien sûr, préparer des paniers de façon hebdomadaire, c'est une charge de travail énorme qu'une personne seule, même sur un quart d'hectare, peut difficilement réaliser. D'où le fait que j'ai commencé à me spécialiser dans certaines autres productions, dont la pomme de terre rate. Alors, pourquoi pas faire la pomme de terre standard? Parce qu'on en trouve partout à des prix dérisoires. Et moi, avec ma façon artisanale de cultiver et donc une récolte manuelle de la pomme de terre, j'ai choisi d'opter pour une variété plus rare, mais qui gagne tellement à être découverte. Alors, il s'agit vraiment de la pomme de terre rate, qui est une pomme de terre de forme longilongue, allongée, à chair jaune et qui a un petit goût de noisette qui donne le goût d'y revenir. C'est vraiment une pomme de terre donc qu'on apprécie au naturel, c'est-à-dire que c'est pas la pomme de terre qu'on va transformer en purée ou faire des frites avec ça. C'est vraiment une pomme de terre à manger en papillote ou rissolée. Et d'ailleurs, faire sauter des pommes de terre rate avec de la fleur d'ail, c'est un pur délice. Le mariage de ces deux aliments-là sont là. Ça l'a un peu quand même joué dans le fait que j'ai choisi cette pomme de terre-là, puisque avec ma fleur d'ail que j'ai, dès la fin juin, bien, ça fait un mariage idéal. Alors, bien sûr, je fais aussi quelques autres légumes variés en essayant vraiment d'offrir des légumes peut-être un peu moins communs, qu'on connaît moins, parce que toujours avec l'idée que sur ma petite surface, si je veux essayer de développer une espèce de créneau de marché intéressant, il faut que je me distingue un peu. Alors, par exemple, dans les betteraves, bien, je vais faire plutôt la betterave jaune, qui est moins connue que la betterave rouge standard, mais qui gagne à l'être et qu'on trouve moins facilement, tout comme la pomme de terre rate. Puis moi, tous mes produits, c'est une vente directe, c'est-à-dire que vraiment, c'est de moi, de la ferme au particulier que c'est vendu. À l'exception de l'ail de conservation que je vends dans certaines épiceries, mais très peu d'épiceries, puisque je privilégie vraiment la vente directe comme mise en marché. Pour une petite superficie comme la mienne, c'est l'idéal, c'est ce qu'on appelle les circuits courts, vraiment avec très peu d'intermédiaires, ce qui permet aux clients d'avoir un prix très intéressant pour le produit et moi d'avoir une marge de profit plus significative, ce qui peut aider à rendre viable un projet de ferme. Alors, en fait, mon quart d'hectare en culture, au départ, comme c'était en friche depuis des années, c'est un cultivateur qui est venu labourer un premier coup. Mais après ça, plus aucune grosse machinerie n'est rentrée sur la ferme parce que c'était pas ça le but. Alors, il a fallu que je m'équipe tout de même. Donc, pour le travail du sol, vraiment, je fonctionne avec un outil formidable pour une micro-ferme. C'est le tracteur BCS, qui est un produit d'Italie qu'un distributeur ici à Drummondville, au Québec, distribue. Et dans le fond, c'est un tracteur, mais on marche derrière, mais à partir duquel on peut
avec la connexion que l'on a ici, joindre une panoplie d'outils. Donc, il existe à peu près 100 types d'outils pour le maraîchage que l'on peut annexer à ce tracteur-là. Ça va de la remorque au petit banc, à la charrue, au rotoculteur, etc. Donc, moi, pour mes besoins, parce que l'utilisation du tracteur, elle est exclusivement destinée à la préparation du sol pour les semis et la plantation, parce que ça, c'est trop physique et je ne pourrais pas le faire manuellement. Donc, j'avais besoin d'une débroussailleuse pour lorsque je sème un engrais vert. Comme ce que vous pouvez voir là, ici derrière moi, c'est de l'avoine qui pousse. Alors, c'est un engrais vert. Qu'est-ce qu'un engrais vert? C'est une plante que l'on fait pousser et le but, ce n'est pas de la récolter, c'est de l'enfouir lorsqu'elle va être encore verte afin d'apporter de la matière organique et de l'azote au sol. Alors, la parcelle derrière moi, ça va être là que va être planté l'ail cet automne. Donc, en octobre 2016, l'ail va être ici. Donc, comme nous sommes en ce moment en août, il faut que je mette un engrais vert pour préparer le sol et éviter que les mauvaises herbes prennent le dessus. Et lorsque l'avoine va être verte, elle va quand même avoir quelques pieds de hauteur. Donc, j'ai besoin d'un outil pour la faucher et la déchiqueter. Alors, c'est la débroussailleuse que je joins au tracteur BCS. Une fois que c'est fait ça, là, il faut que je l'incorpore au sol. Alors, je passe avec une charrue afin de retourner le sol sur la matière organique, ce qui va faire un effet de décomposition. Et j'ai le rotoculteur, finalement, qui me permet à la fin de remettre le sol à plat pour être en mesure de recevoir les semis ou la plantation de l'ail. Alors, moi, avec cet outil-là, ça a été un investissement vraiment parce que le temps que je prenais à faire les choses manuellement avant ça, c'était extrêmement long. Préparer une parcelle de façon artisanale, c'était des journées de travail. Avec mon tracteur et mes outils associés à lui, ça peut me prendre peut-être l'équivalent d'une journée seulement. Et donc, j'ai le temps et le moral qui ne sont pas trop affectés, puis ça me donne le temps de faire autre chose. Parce que l'ail, c'est bien beau, mais comme je fais aussi d'autres légumes, et c'est les équipements que vous voyez derrière moi, ça a besoin de temps aussi. Donc, en production maraîchère, faire des légumes, des fruits, il y a les insectes qui sont là. Il y a des maladies, il y a le climat aussi auquel on est confronté. Donc ici, c'est plutôt quand même une zone 3, donc c'est assez froid. Alors le gros, ce que vous voyez derrière qui a l'air d'une serre, que tout le monde appelle une serre, mais qui en réalité est un tunnel chenille, parce que dans le fond, le tunnel chenille peut être déplacé facilement et suivre mes rotations, comme on le ferait avec une petite infrastructure. Simplement, moi, il fait la longueur de ma parcelle et c'est grâce à ce tunnel-là que je suis capable de cultiver des plantes qui demandent plus de chaleur, comme les poivrons, les tomates, les aubergines, les courges, les melons, etc. Pour les paniers de légumes, bien sûr. Ensuite de ça, ce qui a l'air d'ici de mini-tunnels, en fait, ce sont des filets anti-insectes. Parce que moi, je cultive ici de façon entièrement biologique. Je ne suis pas certifiée cependant. Ce n'est pas une volonté de ne pas l'être, c'est à un moment donné un calcul d'investissement des coûts qui ne valait pas la peine pour l'instant, puisqu'avec la vente directe, je suis capable d'expliquer aux gens, il y a un lien de confiance qui s'installe, que je cultive sans aucun intrant chimique. Mais si on est biologique, et qu'on a des insectes ravageurs, il faut parfois faire des interventions. Et moi, même les biopesticides, je suis réticente à en utiliser parce que je crois que face à n'importe quel produit, des insectes peuvent développer des résistances. Donc, il existe une technologie qui s'appelle des filets anti-insectes. Donc, ça a l'air vraiment des petits voiles avec des mailles tissées très fines. Et c'est ça que je mets sur certaines cultures qui sont plus attaquées que d'autres par des insectes afin de permettre à ces plantes-là de faire leur croissance sans être ravagées par des insectes. Alors, je vous donne des exemples. Par exemple, ce qui est la famille des poireaux, c'est-à-dire les liliacées, mais le poireau particulièrement, comme les oignons. Il existe un papillon qui va pondre une chenille. Alors,
la teigne du poireau. Et si je ne protège pas mon poireau, bien, j'en aurai pas. Il va être complètement ravagé. Alors, c'est un filet. Ensuite de ça, toute la famille des brassicacées, c'est-à-dire les choux, brocolis, choux-fleurs, rutabaga, alors radis, tous ces légumes-là, il y a énormément d'insectes ravageurs. Pour les réussir en culture biologique, c'est essentiel de les mettre sous filet anti-insectes. Bien sûr, il y a aussi d'autres fermes biologiques qui vont appliquer des insecticides biologiques, mais moi, comme je vous dis, j'ai vraiment privilégié les filets anti-insectes. Donc, il faut installer ça dès le semis, afin que même dès l'émergence des petites pousses, les petites pousses ne soient pas ravagées, parce que c'est à ce moment-là qu'elles sont les plus vulnérables lorsqu'elles sont petites. Lorsque le plant est rendu plus gros et plus fort, qui a fait beaucoup de feuillage, il est beaucoup plus fort pour résister aux insectes ravageurs. Alors ici, voici l'ail récolté et qui a fait son premier séchage. Alors comment ça fonctionne? Lorsque l'on sort l'ail de terre, idéalement, c'est sûr qu'on aime une journée ensoleillée et venteuse parce qu'on peut le laisser au champ et il va sécher, c'est-à-dire surtout la partie de la racine, et après ça, ça nous facilite la vie pour couper la racine. Parce qu'au terme d'une première journée de récolte, l'ail doit avoir séché quelques heures dehors, idéalement, afin de nous aider à couper la racine. Je vais vous montrer ici, comme ça. Et puis là, on coupe la racine et après ça, on le laisse dans cet abri-ci afin que la tige qui est verte au moment de la récolte sèche. C'est-à-dire qu'il y a un transfert de la sève de la tige vers le bulbe. Parce que si je le sors de terre et je lui coupe la tige tout de suite, toute la sève qui était dans la tige, je m'en débarrasse. Et vraiment, c'est reconnu que ça améliore la qualité de conservation de l'ail, de laisser le transfert de la sève de la tige au bulbe se faire avant la taille de la tige. Mais là, voyez-vous, à ce stade-là, c'est rendu de la paille, c'est prêt pour être coupé. Même avant ça, ça aurait pu être fait. Donc, quand on est rendu là, qu'est-ce qu'on fait? C'est que là, on prend les bulbes, grossièrement, on passe la main pour enlever l'excès de terre qu'il pourrait y avoir, et le bulbe est coupé à peu près à 1 pouce, ici, et tout ça s'est mis dans des bacs et ça va être amené dans une salle où il y a des gros ventilateurs commerciaux qui font une circulation d'air et ça sèche là pendant 1 mois. Cela dit, par exemple, au moment de la taille, comme ça, des tiges, je fais une sélection des bulbes pour la semence de la prochaine production. C'est comme ça que j'ai pu, au fil des années, améliorer énormément la qualité de mon bulbe. Parce qu'au départ, à l'été 2012, lorsque j'ai acheté d'une autre ferme mon premier lot d'ail, alors, un bulbe d'ail comporte plusieurs gousses. Alors, quand on plante, on sème une gousse qui va donner un bulbe l'année suivante. Alors, moi, j'avais acheté un premier lot d'ail initial que j'ai tout éclaté, c'est-à-dire séparé les gousses et on a planté toutes les gousses. Et là, de la première année, les plus beaux bulbes, ceux qui étaient le mieux formés, qui avaient le plus grand nombre de gousses, c'est ceux-là que j'ai réservés pour la prochaine production. Et d'année en année, c'est toujours ce que je fais. Et j'en suis arrivée
à améliorer vraiment mes bulbes, c'est-à-dire que comme je sélectionne toujours les plus beaux bulbes, ceux qui ont le plus grand nombre de gousses bien formées, et bien d'année en année, c'est ce que je récolte. Ce qui fait qu'au départ, j'avais une moyenne d'à peu près 4,5 gousses par bulbe et maintenant, ma moyenne est de 6 gousses par bulbe, ce qui fait de plus gros bulbes et toujours mieux formés. Donc ça se fait, cette sélection-là de l'ail de semences, parce que à chaque année, il faut que j'en conserve parce que je dois, moi, dans ma parcelle d'ail, j'en fais 10 000. Alors, pour avoir 10 000 gousses, je dois me garder facilement un 1700 bulbes. Alors, au moment de la taille des tiges, je décide quels bulbes vont passer le test de la semence. Alors, c'est pas très compliqué. Comme je vous ai dit, je dois toujours conserver les bulbes qui ont 6 gousses. Donc, c'est ceux-là que je sélectionne. S'ils ont une espèce de difformité, ils seront vendus, tout simplement. Tous les bulbes qui sont ici ont une qualité commerciale. C'est simplement que pour la semence, tous ne passent pas le test. Mais voyez-vous, j'ai ici un bulbe qui a 6 gousses, ce qui est ma moyenne, et elles sont toutes sensiblement bien formées. Alors, c'est un bulbe qui irait dans le bac pour la semence. Alors, Liliacée et compagnie est à un point tournant un peu de son existence au terme de 4 ans de production d'ail et de démarrage aussi des paniers, c'est-à-dire l'ASC, l'agriculture soutenue par la communauté. C'est un point tournant, pourquoi? Parce que cette année, j'ai triplé le nombre de paniers que je produis de façon hebdomadaire là, pour des personnes qui viennent chercher à la ferme ou je leur livre à Québec un panier rempli de légumes variés. Je suis actuellement là, dans mon potager là, avec toutes les variétés de légumes que je produis. Alors, c'est une charge de travail immense. Parce qu'à partir du moment qu'il y a les récoltes, en plus de l'entretien des jardins, c'est-à-dire le sarclage, faut être une grande passionnée. Ce que je suis, et j'aime faire ça. Sauf que humainement, est-ce possible de le faire de façon continue? Parce que je vois juste le temps que ça me prend à préparer 30 paniers par semaine. Et là, pendant ce temps-là, des fois, il y a plein d'autres choses que je ne fais pas et que je ne peux pas faire. Bien sûr, sur ma ferme ici, j'ai de l'aide de la famille et des amis qui viennent m'aider pour des corvées de plantation d'ail, de récolte d'ail, de récolte de pommes de terre rates, mais ils le font bénévolement et à leur rythme à eux, ce que j'apprécie énormément. Sauf que mon projet, je dois voir si moi, je suis capable de le mener à terme de façon solitaire. Et les paniers, en plus de l'ail, c'est pas nécessairement possible. Donc, cette année, j'ai grossi les paniers, mais je pense pas que c'est possible de continuer comme ça. Par contre, ce que je me rends compte avec le marché public de Pont-Rouge, avec les demandes en épicerie, avec mon ail qui est de plus en plus connu et apprécié et les gens y reviennent, qu'il y a un réel besoin pour ça. Alors, je crois que pour l'avenir de Liliacée et compagnie, c'est d'accroître la production d'ail et de faire aussi quelques légumes complémentaires à offrir dans les marchés publics, qui est l'avenir de mon entreprise. Alors, je vais continuer de mijoter ça cet hiver en faisant ma raquette, en me reposant de cet été très fatigant, mais très enrichissant. Parce que sachez-le que cultiver la terre de façon artisanale, de façon paysanne, c'est un métier extrêmement noble et extrêmement gratifiant et signifiant. Et je crois que dans nos vies, il faut chercher à vivre de façon signifiante parce qu'on est dans un monde fou et si au quotidien on n'est pas capable de se donner du sens par soi-même, c'est plus difficile d'avancer. Alors je vous souhaite de trouver un sens à votre vie ou de vivre de façon signifiante et au plaisir de vous rencontrer lors du marché public de Pont-Rouge l'été prochain. C'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. On vous présentera un autre fier propriétaire culture de saveurs, M. François-Xavier Masson de la ferme Mafix, producteur d'agneaux, de chevreaux et de camerises. Bonne semaine et à bientôt!